Pendant les funérailles du père de Shogo, il entend une fille qui l'appelle et qui prétend être sa petite sœur. Mais la jeune fille prononce alors des mots troublants. « Je suis venu ici pour t'épouser ». Shogo est naturellement déconcerté par ces paroles. Le garçon lui fait remarquer que si elle est sa petite sœur, il ne peut pas l'épouser. Shogo tire une chaise et y grimpe pour jeter un coup d'œil à la jeune fille, mais elle est déjà partie. Un an plus tard, Shogo retourne au Japon après avoir étudié à l'académie spéciale de son entreprise. Sa mère Kanoko et sa secrétaire Seri Risa l'accueillent à l'aéroport. La femme lui demande s'il se souvient de l'autre clause qu'il doit remplir avant de pouvoir prendre le contrôle du groupe Mikadono, l'entreprise familiale. Shogo récite la clause, en disant qu'au moment où il obtiendra son diplôme de fin d'études secondaires, il devra trouver une femme qui sera sa compagne dans la vie. Son père pense que s'il se marie, il acquérera le sang-froid et la dignité nécessaires pour diriger une entreprise. Shogo doit donc fréquenter l'académie Miryuin. Tout est prêt, elle a même loué un appartement près de l'école pour son fils. Shogo décide de s'y rendre à pied, mais il se perd. Lorsqu'il voit une pâtisserie, Shogo se souvient que son père, sur son lit d'hôpital, lui avait dit qu'il lui achèterait un gâteau pour fêter l'anniversaire de Shogo avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et il semble que sa mère l'ait oublié car elle est très occupée. Soudain, il voit une fille sur le point d'être écrasée, mais notre garçon la sauve à temps. Il prend le téléphone de la fille et remarque qu'elle est d'un modèle plutôt inhabituel. Il lui demande si le gâteau est toujours intact. Elle répond par l'affirmative, mais ce n'est pas un gâteau, c'est un chou à la crème. Shogo reconnaît son uniforme comme étant celui de l'académie Miryuin. Il demande à la jeune fille de l'aider à se rendre à l'académie. Elle se présente comme Tsuruma Konoe. Soudain, Shogo a mal à la tête et révèle qu'il a une cicatrice cachée derrière ses franges. Harry Potter. Plus tard, Konoe coupe le chou à la crème en deux et dit à Shogo qu'il devra aller à l'école seul s'il ne le mange pas avec elle. Shogo est surpris de voir à quel point c'est bon. Soudain, il entend une mélodie provenant des oiseaux dorés au sommet de l'horloge. À 1h30, le pigeon chante. Voyant qu'il a de la crème sur les lèvres, Konoe sort son mouchoir pour l'essuyer. Les yeux de Shogo ne peuvent s'empêcher de regarder la poitrine de la jeune fille. Konoe est gênée et lui dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle a l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. Arrivé à l'école, Shogo rencontre son professeur Kotori Meko. En se présentant à la classe, Shogo voit Konoe le saluer, mais une fille regarde Konoe. Shogo s'assoit à côté de Konoe, qui est apparemment le représentant de la classe. Lorsque Shogo jette un coup d'œil à l'autre fille, elle rougit et détourne le regard. C'est Kanaji Miyabi. Plus tard, Shogo reçoit beaucoup d'attention de la part des filles parce qu'il est l'héritier du groupe Mikadono. Monei. Après avoir jeté les ordures, Konoe est reconnaissante à Shogo de l'avoir aidé. Lorsqu'il est appelé Mikadono, Shogo demande si Konoe peut l'appeler par son prénom, car il n'aime pas qu'on lui rappelle constamment son lien avec le groupe Mikadono. Si c'est le cas, il peut l'appeler Konoe et la jeune fille remarque la cicatrice sur le front de Shogo. Il dit qu'il a eu un accident dans son enfance et qu'il a perdu la mémoire. Il pense qu'elle est dégoûtante, mais Konoe trouve la cicatrice mignonne. La fille s'approche de lui et lui dit que la douleur va disparaître. Les deux se rapprochent intimement, mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, une canette frappe Shogo à la tête. Par coïncidence, c'est Miyabi. Miyabi demande ce qu'ils font. Konoe insiste sur le fait qu'il ne se passe rien et que c'est juste la cicatrice de Shogo. La conversation est interrompue par la présidente du conseil des élèves, Tando Mana, et la vice-présidente, Kunitashi Rinka. C'est l'heure de la réunion et si Konoe ne vient pas, Tando mangera tous les gâteaux. Konoe dit au revoir et s'en va. Miyabi se demande comment un étudiant récemment transféré comme lui peut attirer quelqu'un d'aussi extraordinaire que Konoe. Ils ont même essayé de se bécoter. Shogo insiste sur le fait que ce n'est pas du tout ça et qu'il parlait de sa cicatrice. Dans ce cas, il serait prêt à embrasser quelqu'un comme elle, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Shogo est déconcerté par l'insistance de la jeune fille, alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Miyabi s'en va. Pendant ce temps, une fille se regarde dans le miroir et s'entraîne à accueillir son grand frère à la maison. Alors qu'il se détend dans son nouvel appartement, Shogo reçoit un gâteau d'anniversaire. Il suppose qu'il a été envoyé par Konoe, mais il ne lui dit pas que c'est son anniversaire. Il est surpris de trouver la figurine du grand Belion Warrior à côté du gâteau. Il y a aussi une photo de lui enfant avec une fille. Mais qui peut bien être cette fille? Soudain, le téléphone sonne et une fille l'appelle grand frère. Elle demande à Shogo s'il a reçu le gâteau qu'elle lui a envoyé. Elle lui explique qu'il s'agit d'une photo d'eux deux, lorsqu'ils sont allés ensemble au parc d'attractions. Est-elle vraiment sa sœur? Tout ce qu'elle dit, c'est qu'ils vont à la même école. Elle s'étonne aussi qu'il soit si chaud et qu'il ait même aidé à sortir les poubelles. J'ai un vague soupçon. Lorsque Shogo lui demande son nom, elle répond « Tu me manques, grand frère » et raccroche. Alors que Konoe prend un bain, elle pense savoir que Shogo a un côté un peu sauvage. Lorsqu'elle essuie la crème sur ses lèvres, elle voit ses yeux regarder ses collines. Le lendemain, Shogo est bouleversé à l'idée d'avoir une sœur à l'académie. Cela s'avère être un problème, car s'il se marie avec l'une des filles, elle pourrait être sa sœur. Il voit quelqu'un l'espionner. Il la suit sur le toit et il s'avère qu'il s'agit d'une fille portant un chapeau de sorcière. Shogo lui demande pourquoi elle l'observe. La fille répond « Je m'inquiète pour toi, Oni-chan.
Par chance, la fille, Sagara Mei, possède un bar où l'on peut être un grand frère ou une grande sœur et elle veut tout savoir sur le fils de Mikadono Kumagoro. Plus tard, Shogo obtient une copie du livret de famille, mais il n'y est pas fait mention d'une petite sœur. Alors qu'il se procure une boisson au distributeur automatique, il est entraîné dans une ruelle, menacé par Monsieur X, une sorte d'agent de sécurité du groupe Mikadono. Monsieur X va droit au but. Pourquoi Shogo enquête-t-il sur son père? Est-il un fils illégitime? Shogo demande s'il est vrai qu'il a une sœur cadette. L'agent secret ajoute que sa mère a dit un jour que son père avait eu une autre femme et qu'il avait eu un enfant. Shogo dit qu'il a reçu un appel téléphonique de sa petite sœur et qu'elle voulait l'épouser. Cela ne peut que conduire à un scandale pour le groupe Mikadono. Malheureusement pour lui, sa mère ne sait pas grand-chose sur sa sœur. Les seules personnes qui connaissent la jeune fille sont son défunt père et la mère de la jeune fille. L'agent secret le met en garde contre les filles qu'il fréquente. Si sa petite sœur illégitime veut vraiment l'épouser, elle le fera probablement en secret. Lorsque Shogo passe, Konoe le salue et lui explique le déroulement du bal de fin d'année. Elle lui demande également s'il peut l'accompagner. Il accepte, mais Miyabi s'interpose et leur demande de se dépêcher. Shogo voit immédiatement l'agent secret dans la salle de classe, prétendant être un étudiant nouvellement transféré nommé Mizutani Ikuzu. Shogo se demande pourquoi Ikuzu fait tout cela et elle répond, pour protéger Shogo de sa petite sœur illégitime. Si quelqu'un de suspect se trouve près de Shogo, elle peut simplement faire un test ADN. Les filles les voient sur le toit et supposent immédiatement qu'il y a quelque chose entre eux. Ikuzu n'arrange pas les choses puisqu'il se dirige bras dessous vers l'appartement de Shogo. L'officier lui demande si elle peut prendre une douche pour enlever l'odeur de la pièce. Selon elle, c'est une pratique ninja normale et elle dit à Shogo de ne pas regarder. Alors qu'il lit son magazine, Shogo se souvient qu'il a laissé une serviette à sécher sous le porche. Il la prend et la lui offre, pour découvrir Ikuzu nu. La Clearstream Organisation, l'organisation d'Ikuzu, n'engage que des hommes, mais comme elle voulait devenir ninja, elle s'est fait passer pour un homme afin de rejoindre l'organisation. Alors qu'elle demande l'avis de Shogo sur une nouvelle fonction du téléphone, il lui crie de porter des vêtements. Le soir du bal arrive. Shogo rencontre Konoe, qui est très belle. Soudain, des lumières stroboscopiques vertes accompagnent Tendu qui danse avec un éventail. Konoe révèle que Tendu est habituellement calme, mais qu'elle devient plus énergique lors d'une fête. Rinka arrive et arrête la fille sauvage. La danse ne devrait pas être aussi animée. Konoe explique que Rinka a pris le poste de vice-présidente après le départ de la précédente. La soirée recommence et Konoe et Shogo dansent toute la nuit, s'attirant les regards de nombreuses personnes. Après la danse, Rinka s'approche de Shogo et lui demande s'ils peuvent danser. La musique devient plus chaude et les deux dansent le tango. Elle n'est pas la seule à avoir des talents secrets de danseuse, alors Shogo montre ses capacités. Elle va plus vite, mais soudain, elle tombe. Heureusement, Shogo sauve leur danse en la rattrapant. Tendu pense que la soirée est parfaite et attrape Shogo par derrière, le faisant tomber sur les collines de Rinka. Shogo quitte la piste de danse après avoir été battu par Rinka. Il aperçoit Miyabi seule près de la fontaine. Il lui demande si elle participera à la fête, mais Miyabi répond qu'elle n'est pas intéressée par ce genre de choses. La jeune fille ne portait cette robe que parce que quelqu'un la lui avait prêtée. Lorsque Shogo lui propose de danser avec elle, la jeune fille refuse. Elle veut juste qu'on la laisse tranquille. « Je veux danser avec toi, Miyabi », lui dit Shogo. Miyabi a peur que les gens rient en la voyant danser. Shogo lui propose de danser autour de la fontaine, là où personne ne peut la voir. Ils dansent au clair de lune et Miyabi tombe amoureuse de Shogo. Le haut de sa robe se détache et elle s'accroche à lui pour couvrir sa poitrine. Konoe arrive juste à temps et aide Miyabi, mais la jeune fille timide s'enfuit. Le soir, la petite sœur rappelle et dit qu'elle s'est bien amusée à la fête. En fait, elle était juste à côté de lui. Shogo l'interroge sur ses intentions, mais elle ne veut que son grand frère. Entre-temps, Miyabi craint de ne pas avoir des collines assez grandes pour Shogo, car les garçons les aiment généralement grandes. Plus tard, Shogo se réveille avec Ikuzu nu à ses côtés. Elle s'est introduite dans son appartement pour utiliser la douche de Shogo, car il est proche de l'école. Dans la douche, elle a réalisé quelque chose. Serait-il bon qu'il se marie? Ainsi, Shogo n'aurait pas à s'inquiéter d'épouser accidentellement sa sœur. Il pourrait même fonder une famille et avoir des enfants. Mais comment fait-on des enfants? Ikuzu n'est pas au courant, alors on lui donne un cours accéléré. La jeune fille commence à se déshabiller car, selon elle, il faut s'entraîner. Miyabi et Konoe arrivent juste à temps pour voir Ikuzu se tenir au-dessus de Shogo. Le ninja leur dit que c'est pour s'entraîner à faire des bébés. Ce soir-là, après avoir pris une douche, la jeune se rappelle à nouveau Shogo. Elle pense qu'il y a un lien entre eux, car il vient de sortir de la douche et elle est dans le bain. Elle demande à Shogo s'il veut la voir telle que Mère Nature l'a faite, mais il refuse. Le pauvre Shogo veut juste savoir qui elle est. Si c'est le cas, elle veut qu'il dise 10 fois « Je veux épouser ma petite sœur », mais Shogo refuse. « Pourquoi pas, j'aime ma petite sœur ». Il le fait et rend sa petite sœur très heureuse, mais elle se contente de lui souhaiter bonne nuit et de couper la communication. Cette nuit-là, Shogo fait un cauchemar dans lequel toutes les filles qu'il a rencontrées l'appellent « grand frère ». Il se réveille en sueur. Mais il entend Koneo l'appeler grand frère et Miyabi aussi. Les deux filles veulent lui montrer les charmes des femmes pour qu'il ne tombe pas amoureux d'un homme.
Mais pourquoi la petite sœur veut-elle le grand frère? Les filles disent que l'idée leur est venue d'un café où tout le monde peut devenir un grand frère ou une grande sœur. Le café de Mei. Konoe continue de jouer la petite sœur et propose de changer les vêtements de Shogo. Kanaga critique le geste de Konoe comme étant trop irréaliste. Aucun frère et aucune sœur ne font cela. Konoe soutient que c'est la chose idéale que tous les grands frères recherchent chez une petite sœur. Miyabi fait semblant d'être la petite sœur de Shogo et trouve ses sous-vêtements, qu'elle finit par porter en dormant. Shogo la met à la porte. Pendant le déjeuner, Konoe et Miyabi insistent pour l'appeler grand frère et se disputent pour savoir qui devrait l'avoir. Miyabi insiste pour qu'il ne regarde pas Ikuzu, sinon il la mettra enceinte. Cependant, Ikuzu dit qu'elle en serait heureuse. Konoe et Miyabi le traînent dehors. Les filles n'abandonnent pas et lui offrent un déjeuner censé le revigorer. Elles se douchent même ensemble chez lui et haussent intentionnellement la voix pour obtenir une réaction de sa part. Shogo pourrait vraiment perdre la tête, surtout avec deux belles filles qui dorment à côté de lui. Si quelque chose arrive et que l'une d'entre elles est en fait sa sœur, il aura des ennuis, mais si sa petite sœur l'appelle, alors aucune des deux filles n'est vraiment sa sœur. Enfin, il peut faire ce qu'il veut avec les filles. Voyant que Shogo ne dort pas bien, Konoe et Miyabi lui proposent d'ouvrir ses vêtements. Malheureusement, la petite sœur n'appelle pas de la soirée. À l'école, Shogo fait de son mieux pour éviter Konoe et Miyabi et se cache dans le bureau du conseil des élèves. Tendu et Rinka le voient et l'emmènent au bureau. Rinka est incrédule à l'idée que les filles poursuivent Shogo. Elle lui conseille de les rejeter si elles ne lui plaisent pas, mais il ne peut pas leur dire qu'il craint que l'une d'entre elles ne soit sa sœur. Shogo propose alors un scénario hypothétique. Et s'il y avait une fille qui n'est pas obligée d'être votre petite amie, mais avec qui vous vous entendez bien? Tendu suggère que si c'est le cas, ils peuvent rester amis. Après tout, il existe différentes formes d'amour. Des amis au lit? Après les cours, Shogo et Miyabi se retrouvent dans le couloir. Ils l'aident à acheter un maillot de bain pour un tournoi, mais ils finissent par être trempés par la pluie. Toujours par coïncidence, un autre camion manque d'écraser Miyabi. Il se retrouve dans l'appartement de Miyabi, qui ne lui permet pas de rentrer chez lui trempé. En remplissant la baignoire, Shogo remarque le shampoing Grand Belion. Miyabi est-elle sa sœur? Soudain, elle fait irruption avec le maillot de bain qu'elle a acheté. Shogo lui demande qui elle veut épouser. Miyabi répond qu'elle veut l'épouser. Toujours effrayé par la possibilité que Miyabi soit sa sœur, il la rejette. En larmes, la jeune fille lui dit de rentrer chez lui. Le pauvre Shogo n'est pas sûr à 100% que Miyabi soit sa sœur ou non. Malheureusement, ou peut-être heureusement pour lui, de nombreuses filles veulent prendre le train de Shogo, mais qui sera sa sœur illégitime? Shogo n'arrête pas de penser à Miyabi et à son expression ce soir-là. Soudain, son téléphone sonne et une voix mignonne dit « Oni-chan ». C'est moi. Mais il reste impassible car il reconnaît instantanément Ikuzu. Elle utilise un changeur de voix comme la petite sœur, mais l'appareil de la mystérieuse fille semble plus haut de gamme. Shogo est sûr qu'il est petit et étanche car elle le prend dans le bain. Avec cette information, Ikuzu promet d'enquêter plus avant. Le lendemain, Shogo essaie de parler à Miyabi à l'école, mais elle l'ignore. Konoe l'appelle et se rend compte que quelque chose le tracasse. Ses intuitions se renforcent lorsqu'elle remarque que Shogo et Miyabi ne rient pas en classe lorsque Tanaka taquine leur professeur, Kotori. Konoe confronte finalement Shogo sur le toit pour lui demander ce qui se passe. Elle a bien compris que Miyabi était bizarre. Il fait confiance à Konoe pour garder un secret, alors il lui dit que Miyabi pourrait être sa sœur. Cependant, il semble que sa confidente ne prenne pas la nouvelle à la légère, car elle ne s'est pas présentée à leur prochain cours. Après avoir sorti les poubelles, Shogo reçoit un appel téléphonique. Sa petite sœur semble bouleversée et ses derniers mots sont « Au revoir, Onisama ». Il n'a pas fini de cogiter qu'Ikuzu lui envoie un message photo d'un appareil rose. Elle l'appelle juste après pour lui faire part des informations qu'elle a recueillies. IMT 270 est le téléphone changeur de voix qu'utilise la petite sœur de Shogo. La société Kyoasu l'a mis sur le marché pour permettre aux utilisateurs de passer des appels en utilisant les voix d'artistes et de personnages d'anime. Cependant, il a été interdit peu de temps après, car on craint qu'il ne soit utilisé pour commettre des crimes. La photo envoyée par Ikuzu plus tôt est ce à quoi ressemble le téléphone. Shogo se souvient de la première fois qu'il a croisé Konoe. Son téléphone est un IMT 270. Shogo se précipite à la recherche de Konoe. Cependant, la vice-présidente du conseil des élèves, Rinka Kunitashi, et le président Mana Tendu le réprimandent pour avoir couru dans les couloirs. Mais il n'a pas le temps de s'expliquer. Au lieu de cela, il leur demande de l'aide pour retrouver Konoe. Rinka hésite, mais Tendu est partant. Dans l'escalier, Shogo tombe sur Mei Sagara. Elle lui demande s'il est maintenant intéressé par son café, mais il ne peut pas parler pour l'instant. Il voit ensuite Miyabi. Shogo lui demande son aide, mais elle refuse. Il lui prend la main et la fixe intensément, les yeux dans les yeux. Shogo cherche Konoe partout jusqu'à ce qu'il se souvienne des bruits de fond de son dernier appel. Comme il s'y attendait, elle est dans le parc. Ils se regardent l'un l'autre pendant un moment. Les yeux pleins de larmes, Konoe sort son téléphone et appelle Shogo. « Je suis désolée, dit-elle faiblement. Je suis la petite sœur d'Onisama. »
et les larmes qu'elle a essayé de contenir éclatent enfin. Il s'assoit sur le banc pour discuter. Konoe lui demande s'il se souvient de la photo qu'elle lui a envoyée pour son anniversaire. Shugo s'en souvient, mais il a oublié les détails depuis qu'il s'est fait mal à la tête à l'époque où la photo a été prise. Le père de Konoe et lui étaient de bons amis. Enfant, ils avaient l'habitude de jouer ensemble dans les parcs d'attractions, ce qui permettait à Konoe de garder le moral. Cependant, sur le chemin du retour, un accident s'est produit. À cause de son jeu, elle a failli être heurtée par une voiture qui roulait à vive allure. Si Shugo ne l'avait pas poussée hors de la route à temps, Konoe aurait pu mourir. Lorsque Konoe s'est précipité vers lui, Shugo a dit « Regarde-moi. Je me demande si j'ai l'air de te protéger, comme Grand Belion. » À ce moment-là, il ne fait aucun doute qu'il était son héros. Personne ne pouvait le remplacer, mais après cela, le père de Konoe et Kumagoro ont cessé de se parler, et elle ne l'a plus jamais revu. L'idée que Shugo soit transféré dans leur école l'a donc enthousiasmée. Elle savait que c'était une erreur, mais elle a trouvé toutes ses coordonnées sur le bureau de leur professeur. Konoe pensait que ses cadeaux d'anniversaire lui rendraient les souvenirs de Shugo, mais ce n'était pas le cas. Quant au téléphone, c'est son père qui l'a inventé. Comme il dispose d'une fonction de changement de voix, elle l'a utilisé pour l'accueillir avec la voix d'un personnage de Grand Belion Perrin-chan, mais Shugo précise que Perrin-chan est une bonne, pas une petite sœur. Il se trouve que le personnage admire Grand Belion, c'est pourquoi elle l'appelle Onisama. Néanmoins, Konoe s'excuse pour ce qu'elle a fait. Elle s'est sentie bien en faisant semblant d'être une petite sœur, mais ne s'attendait pas à ce que cela aille aussi loin. C'est juste que lorsqu'elle était enfant, elle voulait être sa petite sœur. Comme ça, ils resteraient ensemble pour toujours. Mais maintenant, elle se sent coupable d'avoir causé des problèmes à Miyabi. De plus, Konoe a promis à Miyabi de jouer franc jeu dans leur compétition pour le cœur de Shugo. Maintenant, elle a l'impression de tricher. De plus, le fait que Shugo lui ait fait des confidences a retourné sa conscience. Elle ne supporte pas de le tromper. Heureusement, Shugo n'en fait pas toute une histoire. Ils se regardent l'un l'autre dans ce moment de bonheur jusqu'à ce que Miyabi arrive en hurlant. Elle se sent trahie en cherchant quelqu'un que Shugo a déjà trouvé sans préavis. Mais en bonne amie, Miyabi les laisse s'expliquer. Une fois le malentendu réglé, elle peut enfin s'assurer que Shugo l'épousera sans réserve. Elle n'est pas sérieuse, n'est-ce pas? C'est vrai. Eh bien, elle l'est. Et comme une bombe, elle lâche une autre nouvelle explosive dans la vie de Shugo. Quand ils étaient enfants, ils ont fait semblant de se marier. Oui, elles sont aussi des amies d'enfance. Tout est une grande surprise pour Shugo et tous ceux qui ont aidé à trouver Konoe plus tôt. Miyabi a tout raconté sur leur rencontre. Lorsque Shugo était hospitalisé, le père de Miyabi était également présent en tant que patient. C'est là que leur amitié a commencé. Ils jouaient toujours dans la cour, mais Miyabi a remarqué quelque chose de particulier chez Shugo. Il oublie toujours des choses, puis s'en souvient à nouveau pendant une seconde. Quand le père de Miyabi a cessé de se rendre à l'hôpital, elle a pleuré tous les soirs parce qu'elle ne pouvait plus voir Shugo. Mais lorsqu'elle a appris qu'il avait déménagé dans leur école, elle a senti ses souhaits se réaliser. Ce qui est triste, c'est qu'il ne la reconnaît même pas. Lorsque Shugo a parlé de mariage la fois où il s'est retrouvé bloqué chez elle, Miyabi a cru qu'il se souvenait enfin. Néanmoins, elle est bien décidée à se marier avec lui un jour. Konoe ne se rendra pas sans se battre. Elle veut elle aussi épouser Shugo, et c'est ainsi que commence le concours de la future épouse de Shugo. Pour clarifier les choses, le porte-shampoing ganiseux dans la salle de bain de Miyabi est un souvenir de leur amitié qu'elle chérit. De plus, les deux filles n'étaient pas présentes à l'enterrement de Kumaguro, et elles ont un alibi solide. L'identité de la petite sœur de Shugo reste donc inconnue. Pour ce qu'il en sait, elle peut se trouver dans un endroit très éloigné. Pendant ce temps, Sagara se concentre sur ses notes et pense à la petite sœur de Shugo. Le lendemain matin, Shugo se réveille dans une situation plutôt délicate. Le soleil est à peine levé, mais la chaleur dans sa chambre est torride car Konoe porte une tenue audacieuse, parfaite pour une lune de miel. Mais attendez, ce n'est pas tout. Miyabi prépare le petit déjeuner avec un simple tablier. Cela ressemble à un cauchemar pour Shugo, mais il doit faire face à la réalité. Ces deux filles n'arrêteront pas de se disputer ses faveurs. Oh là là! Il est à peine 6 heures du matin lorsque Shugo reçoit un appel téléphonique. « Bonjour, Onisama », dit la voix. Encore une fois. Oui, mais cette fois, c'est la vraie petite sœur. Elle rappelle à Shugo de se coucher et de se lever tôt, comme dans le discours d'encouragement du directeur. Comment le sait-elle? C'est bête, elle va à la même école. Plus effrayant encore, cette fille sait aussi qu'il se couche tard pour regarder des films pour adultes et qu'il fait ses devoirs. La petite sœur s'inquiète du fait que Shugo aura du bois mort lorsqu'ils se marieront. Elle est certaine qu'ils sont destinés l'un à l'autre. Shugo se sent encore endormi alors qu'il se prépare à aller à l'école. Lorsqu'il ouvre la porte, il aperçoit Konoe, qui s'est lui aussi réveillé un peu tôt. Quelle coïncidence! Elle pense aussi qu'il s'est levé tard.
Les professeurs pourraient remarquer ses yeux injectés de sang, mais pas d'inquiétude, en tant que déléguée de classe, elle a la solution, une bise sur la joue. Un baiser résout tous les problèmes. Shugo n'arrête pas de penser aux manières bizarres de Konoe. Mais bon, s'il doit l'épouser, ce sera comme ça tous les jours. Et oh là là! Imaginez à quel point elle sera vulnérable lors de leur nuit de noces parce qu'elle est sa petite sœur. Effacez cette pensée. Quoi qu'il en soit, Shugo raconte immédiatement ce problème à Ikuzu. Ils supposent tous les deux que c'est Konoe puisqu'elle est la seule personne qu'ils connaissent à avoir ce téléphone. Mais ils ne peuvent pas vraiment en être certains. Comme le téléphone de Konoe est un prototype qui a été rappelé avant d'être mis en vente, il est possible que son modèle ait fait l'objet d'une fuite. Dans ce cas, il est impossible de savoir combien de personnes possèdent encore cet appareil. Tout le monde peut être suspect. De plus, Ikuzu se méfie également de ceux qui ont aidé Shugo à rechercher Konoe, Sagara, Reika et Tandu. Cependant, il est également possible que quelqu'un à l'extérieur de la pièce ait entendu leur conversation. Les possibilités sont infinies. Soudain, une jeune fille à lunettes ouvre la porte du toit. Elle cherche Shugo, mais pourquoi? Apparemment, c'est la directrice du club de journalisme qui le cherche. Elle agit bizarrement en déclarant que le destin les a réunis. N'ayez crainte. Areya n'a pas encore perdu la raison. Elle ne fait qu'interpréter un personnage. Quoi qu'il en soit, Shugo a suscité son intérêt. Il est admiré par beaucoup, notamment parce qu'il est issu d'une famille connue. Et ici, au Miryuin Times, ils sont chargés de dire la vérité au public et de satisfaire leur curiosité. En bref, Areya veut une interview de lui intitulée « Le garçon numéro 1 que je veux être mon Oni-chan, Mikado no Shugo ». Les jours suivants, la petite sœur réveille Shugo dès 6 heures du matin pour les jours suivants. C'est sa routine, et il n'aime pas ça. Soudain, c'est Miyabi qui vient le chercher à son appartement. Elle a également remarqué qu'il s'éloignait régulièrement de son domicile. Shugo pense qu'elle a un entraînement de natation ce matin, mais Miyabi précise que ce sera plus tard dans la journée et montre ce qu'il y a sous sa jupe, un maillot de bain. Shugo tente de détourner son regard, mais cela le réveille inévitablement plus efficacement qu'un café. Il tire la jupe de Miyabi vers le bas, mais elle tombe jusqu'au bout. Oh, oh. Vous savez ce qu'il y a de pire? Konoe est arrivé et a tout vu. RIP, Shugo. Pendant la pause déjeuner, Shugo tente de dormir à l'infirmerie. Sagara le voit et lui propose un meilleur endroit pour faire la sieste. Mais il y a un hic. Il doit ensuite se rendre dans son café. Sagara emmène Shugo dans une vieille salle de stockage. Elle l'invite à s'asseoir derrière les étagères. Cependant, il est plutôt réticent car faire la sieste à côté d'une personne âgée est gênant. De plus, c'est une fille. Mais Sagara lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De plus, elle n'a qu'un mois de plus que lui. Mais Shugo a beau essayer, il n'arrive pas à s'endormir avec la respiration lourde de Sagara. Il se lève et découvre des magazines coquins dans un coin. Il lutte contre l'envie de les regarder. Sa conscience lui dit non, mais ses pensées impulsives lui disent que c'est normal d'être curieux. À son insu, ses luttes internes réveillent Sagara. C'est un dimanche et Miyabi accompagne Shugo au café de Sagara. Lorsqu'ils ouvrent la porte, Kurumi, la petite sœur effrontée et un peu précoce, les accueille. Elle leur donne le menu de leurs plats aux noms absurdes. Miyabi commande un parfait au chocolat tandis que Shugo veut un love amuris. Cependant, Kurumi refuse de prendre sa commande si Shugo ne la dit pas correctement. Après avoir insisté, il finit par dire « L'omelette de riz qu'une petite sœur maladroite a préparée avec beaucoup d'amour. » Ouf, c'est tellement long et bizarre. Mais Shugo n'y voit pas d'inconvénient. Ce n'est pas grave tant que la nourriture est comestible. Eh bien, il n'a qu'à bien se tenir. Enfin, Sagara apparaît et lui demande si le mot l'a déjà tué. Apparemment, non, ce que le propriétaire considère comme un outrage et une honte. Le lendemain se déroule de la même façon. La petite sœur réveille Shugo trop tôt, ce qui le rend somnolent toute la journée. Mais lorsqu'il ouvre la porte, Sagara l'accueille dans un costume de Catmed. Shugo ferme la porte, fatigué de toutes ces conneries. Sagara s'excuse et le convainc de rester. Elle explique qu'elle veut juste essayer sa queue de chat. Mais Shugo veut en savoir plus sur elle, en commençant par la raison pour laquelle elle tient ce café. Les services sociaux ont trouvé Sagara lorsqu'elle avait 1 ou 2 ans. Ce sont eux qui lui ont donné son nom. C'était une enfant douée, suffisamment pour qu'un professeur d'université en prenne la garde. Le père de Sagara enseignait à l'université du Massachusetts. Pendant son absence, sa mère s'occupait d'elle et gérait leur café. Mais lorsqu'elle est tombée malade et est décédée, le café a été vendu. Sagara a dû s'installer chez son père à l'étranger. Heureusement, il y a 2 ans, elle a reçu un peu d'argent grâce à la publication de ses articles. Avec cet argent, elle a racheté le magasin. Shugo veut savoir de quoi parle son article. Alors Sagara le cherche dans la pile de livres. Elle en fait accidentellement tomber quelques-uns par terre. Shugo remarque quelque chose sur son bureau, un téléphone IMT 270. Shugo en informe immédiatement Ikuzu.
Mais comment se fait-il qu'une ancienne élève devienne sa petite sœur? La date de naissance de Sagara n'est pas claire, il est donc possible qu'elle ne soit pas plus âgée que lui. Soudain, Ikuzu sent que quelqu'un les écoute. C'est la fille à lunettes du club de journalisme. Mais il ne s'agit pas de l'interview de Shugo. Elle a entendu des rumeurs selon lesquelles Sagara va bientôt fermer le café et partir à l'étranger. Sagara se remémore une partie de son enfance jusqu'à ce qu'elle entende frapper à la porte. Ce n'est pas un choc pour elle, car elle s'attend déjà à voir arriver Shugo. Cependant, ce n'est pas du téléphone que Shugo veut parler. Il s'agit de la rumeur selon laquelle elle aurait déménagé. Sagara le confirme, car le café finira par faire faillite. Mais Shugo ne veut pas que cela se produise, car il s'agit d'un bon souvenir pour Sagara, et il promet donc de l'aider à attirer plus de clients. Chez elle, Sagara ne cesse de penser à l'amusement de Shugo. Qu'est-ce qu'un novice peut bien savoir sur le sauvetage d'une entreprise? Pourtant, c'est mieux ainsi. Tôt ou tard, tout se passera comme prévu. Le lendemain matin, Shugo se rend chez Tanaka pour l'aider à visualiser l'annonce qu'il a rédigée. Il accepte également de faire l'interview d'Areya, mais à une condition. Elle doit inclure l'annonce qu'il a faite dans le Miryuin Times. Comme il l'a mise de bonne humeur, elle accepte. Plus tard dans la journée, Sagara surprend Shugo avec Konoe en tenue de Catmed. Cela le fait rougir, mais Miyabi se moque de lui en disant qu'une étudiante d'honneur ne peut pas être serveuse. Mais Konoe insiste sur le fait qu'elle peut lui prouver le contraire. La queue de sa jupe se soulève, dévoilant ses dessous. Cette chose est dotée d'un mécanisme spécial qui s'adapte aux émotions de la personne qui la porte. Pendant ce temps, Rinka leur apprend à cuisiner l'omelette parfaite et Tendu se porte volontaire pour la goûter. C'est tellement bon. Sur ce, ils l'inscrivent au menu, sous le nom des omelettes féminines de luxe de la petite sœur dominatrice. Cela met Rinka dans tous ses états. Elle n'est pas dominatrice, n'est-ce pas? Désolé, Rinka, mais tu l'es un peu. Au café, Konoe s'entraîne à marcher avec sa queue sensible, mais elle échoue toujours. Shugo essaie de régler le problème, mais il ne fait qu'empirer. Encore une fois, on ne se plaint pas du fanservice. Le lendemain, Shugo distribue des tracts. Il devient également populaire auprès des nouveaux élèves, qu'il appelle Onichan Sanpei. Parmi les nouveaux, il y a Kurumi. Oh, elle étudie aussi à Miryuin. Faisons de notre mieux ensemble pour animer le café, dit-elle. C'est ainsi que Shugo sert de serveur dans le café avec les volontaires Rinka et Tendu. Il est en train de parler à Miyabi quand les autres clients lui demandent s'ils peuvent prendre une photo avec lui. Ikuzu arrive juste à temps pour aider, et les filles ont maintenant 2 jolis garçons avec qui prendre des photos. Après une semaine de dur labeur, Sagara informe Shugo que les ventes du café s'améliorent. Cette nouvelle le soulage énormément. Mais elle a un sujet plus important à aborder, comme le demander en mariage. Attendez, quoi? Ça s'est vite aggravé. C'est raisonnable, non? Si les gènes de Sagara et de Shugo sont combinés, ils auront l'enfant le plus fort. Sur ce, ils devraient commencer à en créer un dès maintenant, c'est-à-dire maintenant. Heureusement, Ikuzu l'appelle pour l'aider à chercher son chapeau, qu'elle a laissé au café. Shugo ne trouve rien. Il retrouve Ikuzu à l'extérieur et apprend que ce n'est qu'une ruse pour empêcher ce qui est sur le point de se produire. De plus, elle a des informations sur le téléphone. L'auteur du document technique sur la fonction de changement de voix est Mei Sagara. Maintenant, l'intrigue se corse. Shugo se réveille à 6 heures du matin. Mais curieusement, il n'y a pas d'appel téléphonique de sa petite sœur. Il se rend sur le balcon et voit les rideaux d'une chambre située en face de son appartement. Bleu avec des étoiles jaunes, comme ceux de la chambre secrète de Sagara. Est-ce qu'elle l'a espionné pendant tout ce temps? Shugo comprend peu à peu la situation dans son ensemble. Ce matin-là, Shugo se rend immédiatement chez Sagara pour la confronter. Comme il ne sert à rien de faire l'innocente, elle avoue tout. Néanmoins, Shugo interroge Sagara sur l'enterrement de son père. Elle confirme lui avoir parlé par une journée claire et lumineuse. Faux. Shugo l'a eu avec cette question piège. Il se souvient qu'il neigeait à l'époque, ce qui prouve que Sagara n'est pas sa petite sœur. Cependant, il doit lui reconnaître le mérite d'avoir tout planifié en douceur. Elle a failli l'avoir. Shugo raconte tout à Ikuzu. Sagara a mis au point un plan sans faille. Elle l'a appelé trop tôt et l'a emmené dans sa cachette secrète jusqu'à ce qu'il découvre le téléphone. La rumeur de son départ pour l'Amérique était un stratagème pour qu'il l'aide. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il réussisse. Bien qu'elle ait prévu de se rapprocher de lui, elle prévoyait également qu'elle échouerait. Son prochain plan aurait été de s'éloigner et de laisser Shugo penser qu'elle est vraiment sa petite sœur. Mais pourquoi s'embêter avec tout ça? Apparemment, Sagara a rencontré la petite sœur de Shugo quand ils étaient enfants. C'était dans le café de sa mère, en fait. La mère de Sagara a même remarqué qu'ils étaient comme de vrais frères et sœurs. Shugo la supplie de lui dire qui elle est. Sagara refuse de révéler son identité car elle sait que le groupe Mikadono n'accueillera pas chaleureusement un enfant illégitime. Elle ne veut pas que son ami soit durement rejeté.
Mais Shugo promet fermement de la protéger et de l'accepter inconditionnellement comme sa petite sœur, quoi qu'en dise sa famille. Sagara comprend mais ne peut pas lui dire tant qu'elle n'est pas sûre qu'il pourra tenir ses promesses. Ikuzu dit de Shugo qu'il est doux de ne pas en arriver là. Pendant ce temps, Sagara se souvient de l'étrange faveur que Shugo lui a demandé, être l'ami de sa petite sœur. Elle le trouve étrange, mais il semble être un bon grand frère. Il ne cessera de chercher jusqu'à ce qu'il trouve la pièce manquante du puzzle de sa vie, sa petite sœur. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.